Ramsey. Salut à tous, c'est Zankuro. Bienvenue sur la chaîne YouTube de BeForever.fr pour un deuxième épisode de Bistro Plamo. Et comme la dernière fois, je suis accompagné de la star montante de la maquette hispanique Rémi, Rémi Plamo Corner, de Lolo de Toys and Geek et la terreur des basses-cours, notre ami Steph. Certains Bonsoir à pensent tous. que c'est l'odieux maquettiste, mais non, c'est son père spirituel, donc c'est encore plus violent que ça en réalité. Et nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet que certains pourraient considérer comme de la masturbation intellectuelle, puisque nous allons parler de qu'est-ce qui fait un bon kit, quels sont les critères qui peuvent définir une bonne maquette, en tout cas ce que nous, autour de cette table virtuelle, considérons comme étant une bonne maquette, puisque finalement ça dépend un petit peu de l'approche de chacun. Ça va être un petit peu notre sujet sur lequel nous allons discuter, élaborer des théories aussi fumeuses qu'intéressantes. Tenez-vous bien, car a priori, à la 15e minute, il devrait se passer quelque chose d'assez spectaculaire. Apparemment, tout le monde est parti. Donc, écoutez, je vous remercie, c'était formidable. À très C'était bientôt. un grand moment, Zenkuro. Merci beaucoup. Une Et splendide j'ai envie de dire merci. Laurent, passe ton chemin, Laurent, c'est à moi de parler. Le sujet de ce soir sera donc qu'est-ce que nous considérons, nous, de façon tout à fait personnelle et interne à nous-mêmes, qu'est-ce qui définit une bonne maquette? Est-ce que vous me suivez, les gars? Absolument. Tout à fait. Alors, pourquoi on va peut-être essayer de placer le contexte, effectivement. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Alors, vous l'avez un petit peu deviné, c'est notamment par rapport au Gunpla, qui a apporté une approche tout à fait que certains considèrent comme nouvelle et même inédite, comme n'étant peut-être même pas de la maquette, certains le pensent en tout cas, par rapport à la maquette traditionnelle. Effectivement, on a des approches différentes. Sur la maquette traditionnelle, on va dire, ce que c'est un petit peu galvaudé comme nom, mais ce qu'on appelle une maquette traditionnelle, c'est ce qui va être les chars, les avions, les bagnoles, etc., tout ce qu'on connaît bien depuis des années. Et puis la maquette un petit peu plus, on va dire, de méca au sens large, parce qu'il n'y a pas que le Gunpla, il y a tous les kits Kotobukiya qui sont axés plus sur l'accessibilité, sur les facilités de montage. On a d'ailleurs des maquettes, enfin des marques de maquettes qui se mettent aussi à faire des kits plus accessibles en SnapFit, comme Mang, avec certains avions, etc. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait cette maquette? On va discuter de ça. Est-ce que c'est plus le détail? Est-ce que c'est plus la facilité de montage? Est-ce que c'est le fait d'avoir des détails techniques, des détails réalistes, de l'ingénierie au niveau des articulations? Voilà, c'est un petit peu tout ce débat. Et voilà, qu'on soit un builder, qu'on soit un maquettiste confirmé, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même approche. Donc Rémi, tu as déjà parlé. On peut peut-être donner la parole à Lolo, tiens, qui est un petit peu plus jeune dans le hobby que nous autres, malgré son âge avancé. Je te remercie. Ça fait toujours plaisir. C'est sympa. Je te donnerai 10 € la prochaine fois, Zenkuro, pour cette belle introduction. Merci à toi. Écoute, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait un bon kit, mais en même temps, qu'est-ce qu'on attend d'un kit aussi? Parce que si on part sur un kit, par exemple, si on part sur un kit, comment dirais-je, si on part sur un Gunpla pour faire du no paint, bah, le Gunpla est un modèle de chez Bandai est très bien. Par contre, si on part, comment dirais-je, pour faire du no paint avec une vraie maquette, c'est pas la peine. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un modèle, qu'est-ce qu'on attend d'un kit et qu'est-ce qu'on va vouloir, quelles vont être nos limites en termes de transformation, en termes de sur le kit en lui-même, quel amour on va apporter à ce kit sur quelle passion on va lui donner. C'est ça. Après, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais kit. Je mets quand même aussi de côté les. Si, il y a quand même de très mauvais kits. Faut pas Oui. détailler. T'as beau faire tout ce que tu peux pour le sublimer, le kit, s'il est pourri de base, il est pourri après. Hein. Non, j'allais juste mettre de côté tout de suite tout ce qui était copie chinoise d'Aban et compagnie, évidemment, qui sont des merdes sans nom. Moi, aujourd'hui, j'ai pas encore vraiment, et effectivement, je suis encore nouveau dans le truc, un petit peu moins débutant, mais en tout cas encore nouveau. J'ai pas encore rencontré de très 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 mauvais kits. J'ai eu des mauvaises surprises, certes, mais j'ai pas eu globalement de mauvais kits. Ça dépend vraiment de ce que tu fais comme kit. Alors,
Déjà, il y a un point, c'est l'âge du kit. Effectivement, si tu regardes des kits récents, la technologie fait qu'effectivement, les choses maintenant, enfin les maquettes sont développées sur ordinateur en 3D avant d'être mises sous forme de maquettes. Donc effectivement, il y a une précision qui existe sur les kits récents qui est vraiment exceptionnelle. On voit typiquement avec le Gunpla, mais c'est le cas avec toutes les grandes marques de maquettes. Ming qui fait des chars incroyables, Tacom, etc. Si tu remontes un petit peu plus dans le temps, tu vas vraiment trouver des kits bien moisis. Et ce qui est formidable, c'est que dans certaines marques de maquettes traditionnelles, on peut citer Revell ou même Italeri, on va te reboîter en 2020 des kits qui peuvent avoir 40 ans. Et là, tu vas tomber sur une sacrée merde, alors que le copyright en bas de la boîte, c'est marqué 2020. Ça faut le savoir. Effectivement, j'ai jamais jusqu'à là encore. Typiquement, moi, je m'étais offert une Stratos Italeri il y a quelques années, qui était une nouvelle, enfin présentée comme une nouvelle maquette. Je sais plus, c'était 2017-2018. Effectivement, le modèle était un petit peu inédit. C'était surtout par rapport au décal. Hein, c'était une version en rallye qui n'était pas encore sortie. Sauf que en réalité, les grappes, c'était un vieux kit des années 70 et qui était bien pourri, quoi. Mais quand je dis bien pourri, ça l'est vraiment. Le moteur ressemblait à rien, hein, typiquement. Donc, voilà, là, pour le coup, c'est vraiment un kit de merde. Et que tu payes, entre guillemets, le prix fort, quoi, le prix d'une bagnole normale. Mais effectivement, si tu regardes les kits récents, là, c'est plus la même chose. Ouais, même s'il y a quand même parfois des mauvaises surprises. Moi, tu vois, je prends le cas du Gun EZ chez Bandai qui est sorti l'année dernière en MG. Honnêtement, je l'ai fait récemment et c'est pas détaillé du tout. C'est très mal détaillé, c'est très grossier. C'est un gros HG, c'est tout. C'est un gros high-grade. Donc effectivement, il y a parfois certains kits qui sont décevants en termes de détaillage ou ce genre de choses, par exemple. Ça je l'ai rencontré, par exemple. Alors, effectivement, là, c'est. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Rémi? Ça y est, je me suis retrouvé un peu cul nu, là, j'ai l'impression. Je vous entendais plus. Ah, on t'entend bien, là, c'est bon. C'est bon? Ouais, ouais. J'ai entendu ma belle expression, c'est bon? C'est passé? Pas du tout. Absolument. Absolument. Oui, Très oui, bien. tout à fait. Absolument. Écoute, je comprends même pas pourquoi tu nous sors une expression pareille. T'as dû encore siffler le flacon magique, c'est pas possible. Hein. Oui, c'est parce que j'avais mis une belle touillette dedans. Donc, tout ça, c'est Les bien dé- gentil. Mais alors, ce que Les nous détails. évoque- Les détails. Voilà, c'est ça. Ce que nous évoque un petit peu Lolo, là, c'est la question des détails. C'est typique de Bandai, effectivement. Je le dis depuis des années. Des fois, je me fais insulter quand je dis ça, mais Bandai a une tendance depuis maintenant plus de 5 ans, 8 ans quasiment, de diminuer le niveau de détail de ces gunpla. On sent clairement que dans l'ingénierie des kits, ce que recherche Bandai, c'est plus la richesse des détails, sauf exception, je vais développer ça après. Non, ce qu'ils recherchent vraiment, notamment sur les Master Grade récents, c'est, voire même le dernier PG Enlèche, c'est plus une ingénierie de facilité de montage, avec multiplier au maximum les pièces colorées de manière à ce que le builder n'ait pas à peindre, n'ait pas à sortir les pinceaux pour corriger quoi que ce soit sur sa maquette. Cela vraiment au détriment voilà, d'un réalisme mécanique, j'ai envie de dire, des gunpla, à l'exception d'une gamme qui sont les RG, hein, les Railgrade, pour lesquels Bandai fait systématiquement de très beaux efforts, ça je dois le reconnaître. Hein. Les derniers RG sont fantastiques, à la fois au niveau des détails sur les armures, avec de très riches panel lines, mais également tout ce qui est mécanique, tout ce qui est moteur, qui sont vraiment sublimes. Alors que si on regarde une gamme comme les Master Grade, c'est beaucoup plus aléatoire. On va avoir un MG qui est vraiment chouette, c'est vrai, puis à côté, on va avoir 3, 4 qui sont hyper basiques, hyper lisses, et puis je parle même pas de DAG qui sont souvent assez bateaux. Non, Bandai recherche voilà, plus les gimmicks, plus la mobilité, en mettant un peu de côté ces détails. Donc ça, c'est déjà un point un peu marquant de Bandai, qui fait que moi, je m'en écarte un petit peu ces temps-ci, là où, à l'inverse, et je vais te laisser parler Rémi là-dessus, si tu le souhaites, les fabricants de maquettes plus traditionnels sont par contre vraiment à la course à l'armement sur le kit le plus détaillé, le plus réaliste et le plus fidèle à la réalité. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux kits qui sont de moins en moins détaillés, moi j'ai souvenir que ça a commencé,
peu de temps après que j'ai débarqué un petit peu dans le monde du Gunpla, quand Bandai a mis la main sur les designs pour la saison 2 de Gundam 00. Ils ont simplifié à mort les designs dans la série pour se simplifier la vie au niveau de la production. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah, possiblement. En tout cas, il y a un point qui est notable dans 00, c'est que c'est à partir de cette série-là qu'on a dit adieu au piston sur un Gundam, et par définition sur un Gunpla. C'était tout en magnétique. C'est ça. Et là où on avait plein d'ingénierie, de vérins, etc., sur les bons vieux mobiles Sud de l'UC, type RX78, le Mark II, etc., il n'y a plus du tout tout ça sur le 00, et c'est quelque chose qui a un peu pris pied par la suite. Et, on le voit bien, hein, même un kit comme le PGN Lecht, il n'a pas des masses de vérins, ou alors c'est juste pour faire la petite gimmick, mais c'est pas folichon. Ouais, Pas folichon. c'est pas foufou. C'est pas fifou, hein. Ah non, c'est pas fifou. Mais alors, au final, qui a la plus grosse en termes de niveau de détaillage? Question intéressante. Je pense que Meng est plutôt pas mal en ce moment. Ils sont quand même bien revenus sur le devant de la scène. Fine Molds aussi. Tout ce qui est vaisseau de chez Fine Molds, ils font quand même énormément d'efforts sur le détaillage. Après, on a Wave avec tout ce qui est Machine and Krieger. Bon, alors après, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien, Wave Asegawa. justement, voilà, ou Asegawa. Non, clairement, comme disait Lionel, Bandai était vraiment un ton en dessous depuis quelques années, mais je pense que c'est simplement une logique totalement commerciale. Ils ont conservé la gamme RG, on va dire, pour les vieux de la vieille qui ont l'habitude des kits un petit peu détaillés qui peuvent donner un peu de fil à retordre. Et puis, bon, ben, ils s'ouvrent à une clientèle beaucoup plus consommatrice de kits qui va les monter pas forcément en cherchant à les agrémenter de peinture ou ce genre de choses. Donc, bon, ben, aujourd'hui, du MG, du AG, c'est devenu très très pauvre, mais ça se monte très très rapidement. Et bon, bah voilà, ils vont dans cette logique-là. Clairement, aujourd'hui, Bandai a perdu, je pense, à une époque, ils étaient vraiment au top parce qu'ils ont amené des éléments techniques comme les caps, ce genre de choses pour les articulations que d'autres marques n'avaient pas. Mais bon, bah, on voit très bien que maintenant, ils sont plus dans une logique, vendons un maximum et faisons un minimum de détails et facilitons surtout la vie aux builders pour en monter plus et en acheter plus. Ouais, mais alors pour le coup. Effectivement. Ouais, juste pour rebondir, après je te laisse la parole, Lolo. Je t'en prie. Quand on parle de Bandai, il faut faire le distinguo quelque part entre le Gunpla et le reste. Parce qu'on sent clairement que Bandai a les qualités en interne pour développer des kits extraordinaires. Mais tout va dépendre de la cible. Typiquement, et tu l'as très bien expliqué, Stéphane, la cible du Gunpla, c'est pas les maquettistes exigeants, c'est des gens qui aiment, entre guillemets, les figurines à monter soi-même et qui veulent monter quelque chose vite et facilement. Lorsqu'il s'agit de taper dans une gamme où en face, tu as de la vraie concurrence, tu parlais de Filmolds, et là on peut parler par exemple des kits Star Wars, Bandai, c'est vraiment faire des kits de très très grande qualité et largement du niveau des plus grands maquettistes. Ah, clairement, ouais. La gamme Star Wars est largement, voire même supérieure à ce qu'avait proposé Filmolds à l'époque, qui était déjà largement supérieur à ce que propose Revell et qu'on connaissait en Europe. Oui. C'est également le cas pour la gamme Yamato, où là, typiquement, c'est un public de fans de SF avertis, où Bandai propose des vaisseaux qui sont là aussi très détaillés, très riches et superbes. Il y a, de manière plus générale, effectivement, une espèce de dichotomie entre. Alors, je mets Bandai de côté parce que voilà, c'est un petit peu particulier, mais de manière plus générale, dans le monde de la maquette, au moins japonaise, tu as les fabricants qui, historiquement, effectivement, sont des fabricants de maquettes classiques, mais qui peuvent faire également du méca derrière. Alors, typiquement, tu l'as dit, il y a Wave, il y a Asegawa. Et puis, il y a ceux qui ont plus un historique figurine,
comme actuellement Good Smile qui s'est lancé dans la maquette, mais qui fait des kits qui sont pas hyper détaillés pour le coup. Ou vraiment, Good Smile justement en ce moment sort beaucoup de kits qui sont inspirés d'animés des années 80-90, mais on sent qu'il reste vraiment au visuel ultra simpliste de l'anime sans chercher à aller développer des détails qui seraient parfaitement possibles à aller chercher quand tu vas regarder les bouquins, les artbooks, tout ce qui est travaux préparatoires. Tu as de la matière pour vraiment faire des trucs riches, mais c'est pas le cas du tout. Et c'est un petit peu semblable à ce que propose de plus en plus Bandai sur le Gunpla avec des kits qui sont pas toujours hyper détaillés. Donc voilà, c'est un petit peu cette tendance. Tu as les historiques qui continuent à faire du gros travail sur ce qu'ils proposent. Asegawa, ça reste quand même un fabricant hyper important sur tout ce qui est Machine & Krieger, sur tout ce qui est Macross, par exemple. Et puis, tu as les autres. Et puis, tu as ceux qui sont un peu au milieu, comme Kotobukiya, qui proposent quand même des kits qui peuvent être très intéressants. Alors, pas forcément avec de l'ingénierie aussi poussée que Bandai, mais souvent avec un niveau de détail au moins extérieur supérieur et visuellement très intéressant, comme ce qu'ils ont pu faire, par exemple, sur les kits Metal Gear Solid. Ou la nouvelle gamme Zoid, les Tout à fait. HMM, qui, par rapport à ce qu'avait pu faire bon, ça remonte maintenant à une grosse quinzaine d'années, Tommy. Bon, les kits HMM de chez Koto au niveau Zoid, bon, c'est quand même quelque chose qui est, d'un point de vue détail, vachement plus élaboré. Certes, il n'y a plus toutes les fonctionnalités, motorisation que pouvaient proposer les kits Tommy, puisque les HMM sont totalement statiques. Mais bon, en termes de, redesign, re-engineering du kit, bon, c'est quand même assez énorme. Moi, j'ai l'impression, juste pour rebondir et après je laisserai la parole, à celui qui voudra bien l'apprendre. Pour rebondir sur Bandai, ce qui se passe avec Gundam, j'ai l'impression en fait qu'ils sont en train de calquer une politique similaire à celle qu'ils font avec les séries Sentai. Parce que là-bas, tous les ans, il y a une nouvelle série Sentai. Tous les ans, ils sortent des nouveaux jouets de cette gamme, donc Sentai, donc pour grossir le trait, Power Rangers. Et ça sort de manière totalement industrielle et à la chaîne tous les ans, tous les ans, tous les ans. Bon, les séries animées Gundam, il n'y en a pas qui sortent tous les ans, mais quand on regarde n'importe quel site internet japonais au niveau du nombre de kits qui sont proposés, bon, c'est purement hallucinant le nombre de kits Gundam que l'on peut avoir. Et j'ai vraiment l'impression que Bandai est rentré dans cette logique à l'instar du Sentai. Il y a une série Gundam, on balance un nombre de kits incalculable avec un niveau de détail pas forcément extrêmement élaboré, mais on balance de la quantité au détriment de la qualité. Et effectivement, comme tu disais en introduction, on se garde quand même une gamme un peu plus orientée maquettiste avec les RG. Alors Lolo, tu voulais intervenir tout à l'heure. Non, mais j'avais la même réflexion que toi par rapport aux Star Wars de chez Bandai, qui sont tous extrêmement bien détaillés, y compris les tout petits modèles qu'on trouve, les tout petits modèles, là, je pense notamment au Faucon Millenium. On a des niveaux de détail et de moulage qui sont exceptionnels sur du tout petit format, qu'on n'a pas aujourd'hui sur du Gunpla chez Bandai traditionnel, quoi. Donc c'est effectivement, faut bien voir les deux typologies de cibles et tu l'as bien souligné et Stéphane l'a bien souligné aussi, que c'est pas la même cible, c'est pas la même clientèle et c'est pas le même volume d'achat, quoi. On n'est pas sur la même cible, clairement. Voilà, c'était pour rebondir là-dessus. Sur un autre détail, si tu veux, les kits Star Wars Bandai, bon alors ça c'est vraiment des histoires de maquettisme, mais enfin, moi j'y attache vachement d'importance. Tu as des décalcomanies. Oui. Le moindre kit Star Wars Bandai, tu as des décalcomanies. Aujourd'hui, sur un kit Gundam de chez Bandai, pour avoir de la décalco, bon c'est quoi? C'est du PG. C'est du PG ou c'est du P Bandai, mais même des MG, ils n'ont pas forcément des décalcos. Alors que c'est des éléments pour un maquettiste qui sont primordiaux. Même pas sur les PG, t'as des cas là. C'est uniquement effectivement les Master Guide version K et quelques éditions limitées et effectivement le P Bandai. P Bandai qui est un petit peu particulier. On pourra en reparler, mais je te laisse la parole Rémi, là tu voulais intervenir. J'allais juste relever les décalcomanies présentes dans les versions Katoki, simplement. D'accord. Alors, P Bandai, on peut l'évoquer un petit peu rapidement. Certains ont pensé
qu'avec le titre Premium Bandai, hein, le P c'est pour Premium, on avait des kits qui étaient plus élaborés. On a connu à l'époque du forum qui sont tombés de haut. Non, c'est juste des kits comme les autres. Simplement, en général, enfin en tout cas la politique actuelle de Bandai, c'est de sortir les kits qui sont peut-être commercialement moins forts, moins demandés, en P Bandai. Alors P Bandai, c'est quoi? C'est en fait des maquettes de Bandai. Il n'y a pas que du Gunpla, il y a également des jouets et d'autres types de maquettes Bandai qui sont proposées à la vente uniquement sur le site spécialisé de Bandai. Alors, il y a Bandai Japon, Hong Kong, je crois qu'il y en a un aux États-Unis maintenant, il n'y en a pas encore en Europe. Et donc la particularité, c'est que c'est une vente par précommande. Donc Bandai lance les batchs, vous avez une semaine pour précommander, puis après ils arrêtent les commandes et théoriquement, vous ne pouvez plus commander par la suite le kit, sauf quand ils relancent effectivement des nouvelles productions, effectivement des kits qui peuvent bien fonctionner. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 productions dans l'année avant que ça s'arrête définitivement. Et on voit de plus en plus des maquettes que nous, anciens fans de Gundam, on aurait aimé voir dans le commerce traditionnel. Typiquement, tous les kits Advance of Zeta qui sont sortis depuis 2 ans. Ce qui nous casse un peu les pieds, c'est que Bandai maintenant sort de plus en plus des kits inédits en P Bandai qui sont effectivement pas parlants pour la majorité des clients, que sont les jeunes, parce que c'est souvent des kits issus des premières séries, etc. Typiquement, là, il y a le Gundam Mark V de Sentinelle qui sort en P Bandai que j'attendais moi depuis 20 ans. On va voir si Bandai chie encore dans la colle ou pas. Bon, a priori, le kit a l'air bien. Forcément, chez des jeunes clients, en tout cas japonais, c'est pas forcément un kit qui va faire rêver, donc on peut comprendre que Bandai décide de limiter la casse. En même temps, bon, on voit quand même que le P Bandai ça se vend bien, donc c'est quand même une politique un petit peu relou de leur part. Maintenant, si on se place dans un contexte de marché européen, je pense que la plupart des nouveaux venus dans le Gunpla achètent un peu les kits sur le coup de cœur et connaissent pas du tout les séries, donc P Bandai ou pas, à mon avis, ils connaissent pas mieux ce qu'ils achètent et ça leur plairait tout autant d'avoir ce qu'ils sont en P Bandai. Et tout ça pour dire qu'au final, ces kits-là, est-ce qu'ils sont mieux que les kits classiques? Non, c'est juste que souvent, il y a une petite planche de décal avec. Ouais, ou que c'est juste un simple recolor. Pour revenir à ce que tu disais par rapport au forum, je me rappelle parfaitement, ce sujet, c'était avec, une variante du ouais, je me rappelle très bien, mais je me rappelle plus le nom du kit. C'est le crossbone. Et le crossbone, voilà. Le crossbone qui était en version, argentée et rouge, un truc un petit peu différent et le membre, il était dégoûté, quoi. Le kit lui avait coûté le double ou le triple d'un HG classique, du coup et la déception parce qu'au final, il a fallu qu'il fasse toute la peinture. Lui, il pensait avoir juste un petit no paint, sympa, de qualité supérieure. Au final, c'était une vraie bouse, quoi, catastrophe. Absolument, absolument. Et oui, parce qu'en plus, le P Bandai, ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce que Bandai le vend plein tarif au Japon. Alors que vous le savez, si vous commandez dans des boutiques type HLJ à Miami, souvent le prix du Gunpla c'est 20-25% moins cher que le prix catalogue, on va dire. Donc là, forcément, c'est Bandai qui le vend directement, donc c'est le prix catalogue qui est déjà élevé. Puis par ailleurs, pour le faire venir ça en France, souvent vous passez par des intermédiaires qui prennent bien leur marge et on se retrouve avec des kits qui coûtent le double effectivement d'un kit normal. Alors finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une belle maquette Alors Rémi, par exemple. Moi, j'aime bien avoir des jolis détails, notamment, sur les cockpits ou les choses comme ça. Je me suis pris d'amour pour peindre des cockpits, ces derniers temps là, notamment sur le AT-ST de chez Bandai. J'avais fait un petit travail de détaillage. Alors, j'avais fait ça un petit peu, sans photo du film, sans rien, un petit peu au feeling, donc c'était probablement un peu farfelu, mais voilà, ça fourmillait un petit peu de détails, dans tous les sens. J'aimais bien ça et je pense que c'est quelque chose d'important. On voit beaucoup, beaucoup dans le domaine militaire, aviation et blindé, de l'aftermarket sur les cockpits, sur les intérieurs, sur des choses comme ça, puisque, il y a beaucoup de kits où c'est très, très simplifié quand même. Lolo, ta position, par exemple? Moi, effectivement, je me suis découvert un plaisir aussi avec tout ce qui était détaillage d'intérieur. Là, je me suis vraiment amusé avec un kit Warhammer, un Piranha TX4. Je me suis vraiment amusé sur l'intérieur, sur
les voyants, les boutons, l'intérieur du cockpit. Je trouve ça vraiment drôle. Après, effectivement, ce que j'aime bien, moi, c'est tout ce qui est décales. Si les décales sont propres, s'ils sont vraiment clean, s'il y a vraiment un joli placement de décales sur le kit. Et je reviens encore une fois au Piranha. Ça donne tout de suite un joli rendu, ça fait des rehausses de couleurs sur le kit. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça donne vraiment. De plus en plus, je m'éloigne un petit peu du méca traditionnel. Vraiment, je prends mon pied sur ce genre de petits kits. Je reviens au tout petit kit Star Wars. C'est des kits qui sont ultra fun à faire. Et on peut y passer des heures. C'est pas des trucs qu'on va faire en une journée. C'est des kits où on peut passer des heures là-dessus, des journées. Mais c'est un vrai plaisir. Voilà. Je passe la parole à qui veut bien. Bah, je vais la prendre, mais là, on a Lolo Damido avec nous maintenant, là, Lolo Damido. décorateur d'intérieur, là. Ouais, moi, c'était à peu près pareil. C'est-à-dire que je recherche quand même le détail. Et puis aussi, bon, bah, des kits qui soient pas forcément très très simples, qui me permettent aussi de progresser. Bon, ça, c'est vraiment très personnel. Toujours faire la même chose, ça peut rapidement me lasser. C'est pour ça que je change très très souvent de domaine. Là, je vais m'essayer bientôt des avions. J'en ai pas encore fait jusqu'à présent. C'était plus du robot, des choses comme ça. Donc, je vais tenter les avions. Bon, j'aime bien les kits qui soient bien pensés, mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit ultra bien pensé. C'est-à-dire que un kit qui va nécessiter un petit peu de masticage, de jointage, de choses comme ça, de ponçage, bon, bah, ça fait partie en fait aussi de ma conception du hobby et ça me pose pas de problème et même c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon après, il faut pas que ce soit un kit, moi j'ai commencé en fait, très rapidement avec des kits qui étaient issus c'était des kits en résine, souvent, des garage kits qui étaient vendus au Wonder Festival de Tokyo. Donc là, bon, c'est vraiment des trucs qui portent bien leur nom, c'est fait dans un garage. Donc, c'est des bulles de partout, c'est, des alignements qui sont pas bons, et quand tu commences avec ce genre de kit, bon, ben, t'en chies des copeaux parce que c'est quand même assez compliqué et bon, c'est pas trop non plus ce que j'affectionne. Mais un kit qui me donne un petit peu de fil à retordre aussi, c'est pas pour me déplaire, mais avant tout, ouais, du détail, heu ça me pose pas de problème après d'aller chercher des pièces supplémentaires parce que bon, pour certains kits, on peut trouver, de la photo découpe, des pièces optionnelles, des petites choses pour agrémenter ton kit. C'est sympa, mais bon, pas à chaque fois parce que bon, après ça a aussi un coût. Mais, voilà, bon, à partir du moment où le kit est détaillé, moi ça me convient et c'est pour ça aussi que comme vous, je commence un petit peu à m'éloigner de Bandai pour aller vers d'autres marques. Que ce soit, pour, tout ce qui est méca, donc Wave ou Hasegawa et puis pour, des modèles, un petit peu plus traditionnels, donc du militaire ou de l'aviation. Bon, bah, là, c'est plus du Tamiya et aussi de l'Hasegawa actuellement. Merci Steph. Moi, c'est un petit peu pareil, hein. Enfin, vous le savez, ce qui m'intéresse beaucoup dans un kit, c'est tout ce qui est détaillage mécanique, mais il faut que ça soit réaliste, ce qu'on retrouve plus tellement dans le gunpla de nos jours, effectivement. Et ce que je note dans tout ce qu'on vient de se dire, c'est que finalement, pour entre guillemets, un vrai maquettiste. Alors, ça veut rien dire en soi, un vrai maquettiste, mais on va dire un maquettiste au sens où on l'entend traditionnellement, c'est quelqu'un qui aime ce souci du détail. Et c'est ça qui va l'intéresser en faisant aussi une maquette, c'est qu'au fur et à mesure où il assemble sa maquette, il voit les détails se créer, qu'il peut comparer par rapport à la réalité. C'est pour ça que souvent dans les maquettes traditionnelles, on va avoir plein de petits détails qui existent, par exemple à l'intérieur d'un cockpit, à l'intérieur de la carlingue d'un avion, même d'un char, qu'on va pas forcément voir forcément une fois que la maquette est finie. Mais lorsqu'on assemble le kit, voilà, on a le plaisir de découvrir ces éléments qui correspondent vraiment à quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on retrouve plus, je trouve, dans le gunpla. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué, entre guillemets, hein. Le mot est fort, effectivement, mais c'est quasiment ça sur le PG Unleashed, hein, le dernier PG RX78-2, la version 2 de Bandai. Effectivement, Bandai nous présente un kit qui, en niveau d'ingénierie, est assez poussé, très recherché, avec 3 couches de pièces pour créer la frame.
le squelette interne du méca, mais quand on y regarde de plus près, cette frame, elle est pas si exceptionnelle que ça. Il y a effectivement beaucoup de détails d'architecture, mais quand on regarde dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de détails vraiment mécaniques, à part 2-3 bricoles, mais ça correspond pas vraiment à ce que pourrait être vraiment un méca, et c'est même pas forcément plus réaliste. C'est plus détaillé que le premier PG, mais c'est pas forcément plus réaliste. Regardez par exemple un méca de Boston Mechanics, ça n'a rien à voir. Là, on voit vraiment ce que peut être la richesse d'un véritable méca. Là, c'est pas du tout ça. On rajoute des détails qui correspondent soit à rien, soit même on va vraiment avoir les plots d'emboîtement qui sont hyper visibles, les trous, tout ça, qui sont en plein milieu de la frame, qui sont pas très jolis. Alors, évidemment, un bon maquettiste qui va vous peindre ça aux petits oignons va pouvoir quand même sublimer le kit. Malgré tout, à la base, je retrouve pas les détails qui me plaisent dans un kit comme ça. Et c'est de plus en plus dans cet esprit-là que sont faits les Gunpla avec une frame, c'est-à-dire que il y a encore une dizaine d'années, même plus que ça, les premières versions 2.0 sont sorties en 2008, je crois. Vous prenez le Zaku 2.0, la frame, elle est superbe pour l'époque. Elle est hyper détaillée et on peut vraiment, comment dire, relever tous les petits détails qu'il peut y avoir. De nos jours, une frame de AMG, souvent, c'est juste une architecture, une ossature sur laquelle, enfin, qui est juste destinée à venir recevoir les pièces d'armure simplement pour faciliter le montage, en fait. C'est pas forcément un élément à lui tout seul qui est absolument optimisé. On va avoir des petits détails, mais il y a toujours des zones où on voit que c'est quand même fait juste pour emboîter une pièce dessus, quoi. Ça n'a rien de réellement mécanique. C'est Je ça suis qui me tout à chagrine fait, un petit peu. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un petit peu comme comparer, le riz et le quinoa, tu vois? Et c'est plus joli, mais en fait, ça ressemble à rien. Ça a aucun sens. Ils ont fait un ils ont fait un kit avec, alors ils le vendent avec leurs 3 couches de pièces, leur fausse photo découpe en autocollant là, c'est une catastrophe aussi ça. Au final et bah, ça ressemblera à rien parce que cette 3e couche de pièces, en fait, c'est juste le négatif de l'armure qui va se mettre par-dessus. Je trouve ça, personnellement, je trouve ça très vilain. Alors là, c'est de l'attaque gratuite sur le kit, hein, mais je pense que je suis pas le seul et ouais, ouais, non, ça c'est Pas les forcément de là, l'attaque le gratuite, mais si tu veux, ils sont partis du principe que la clientèle actuelle, la frame, elle va pas se voir. Donc c'est juste un support pour les pièces de l'armure et ça pourrait se comprendre. Mais le problème, c'est que, aussi, aujourd'hui, les pièces de l'armure sont de moins en moins détaillées. Alors on pourrait rentrer dans une logique, je passe mon chemin parce que c'est pas, quelque chose qui m'intéresse. On peut voir aussi le côté positif pour un maquettiste, c'est que ça peut donner une nouvelle opportunité à s'essayer à d'autres techniques comme, bah, justement la gravure pour rajouter des détails sur les pièces d'armure, et rendre finalement le visuel général plus intéressant. Mais il est clair qu'aujourd'hui les frames, c'est plus du tout, une priorité chez Bandai. C'est juste un endroit où tu vas clipser des pièces de l'armure qui va se voir et qu'est-ce qu'on va voir au final? C'est uniquement l'armure et peut-être quelques petits endroits des frames et donc ils en ont plus rien à secouer de la frame et de lui donner un réalisme au niveau mécanique et au niveau engineering parce que bon, bah, ça se voit pas, quoi. Ouais, c'est ça. La frame, elle doit juste servir à clipser les pièces et à faire bouger le méca parce que ce qui intéresse effectivement le public actuel du Gunpla, voilà, c'est d'avoir une figurine articulée à monter soi-même en réalité. Il y a Et plus clairement cette approche maquette traditionnelle que j'expliquais tout à l'heure, qui est de dire, bah voilà, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une cuisse d'un méca. Non, là, c'est plus du tout ça. C'est comme tu le dis, on le voit dans les sondages qui peuvent popper de temps en temps sur les groupes, une grosse majorité des builders ne s'intéressent pas à ça parce que ce qui les intéresse finalement, c'est juste le rendu final du méca monté. Donc pourquoi aller s'emmerder quelque part à créer des détails que le public ne recherche plus? exactement. Il sûr. crée une frame finalement pour aussi éviter que l'armure, on n'ait plus besoin de travailler sur des lignes de joint, des choses comme ça, C'est puisque ça. tout est pensé pour cacher les lignes de joint, une imbrication de pièces d'armure
où finalement, ce sont des pièces qui sont indépendantes les unes des autres, pardon, et qui n'ont pas besoin donc d'un travail supplémentaire. C'est vraiment, je sais que ça peut choquer, mais c'est vraiment un Lego. C'est-à-dire qu'on imbrique les pièces les unes dans les autres et on ne voit aucun défaut. Et quelque part, un maquettiste ne dira pas ouais, mais là, tu as oublié une ligne de joint, c'est un peu dégueulasse, tu aurais pu faire un coup de masticage, un coup de ponçage et un coup de peinture. Il n'y a plus besoin. C'est vraiment pensé. C'est une approche totalement commerciale. Il n'y a plus besoin de peinture. La seule peinture dont vous pouvez avoir besoin, c'est des marqueurs pour pouvoir faire les panel lines si vous le souhaitez. Et encore, ce n'est pas nécessaire. Mais sinon, vous avez un produit clé en main. Vous le montez, vous découpez. Maintenant, c'est encore super bien pensé justement au niveau des points de découpe pour que même ces derniers ne se voient pas forcément. Et c'est de l'assemblage pur et dur. Et donc, ouais, bon, une frame, la frame, elle est cachée. Donc, qu'est-ce que tu veux aller te faire chier à donner un réalisme? C'est bon pour les vieux cons comme nous, quoi. Ouais, tout à fait. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que Bandai ne cherche pas quelque part à concilier les deux approches. Alors, quand je vois un PG, effectivement, qui a de la fausse photodécoupe, qui a des stickers à la place de Water Decal, je me dis que merde, pour 250 €, c'est une putain de coloscopie, hein. Parce que C'est ce scandaleux, tarif-là, c'est scandaleux. il pourrait mettre les deux. Je veux dire, typiquement, tu mets tes autocollants et c'est tout à fait normal pour effectivement rendre le kit accessible au plus grand nombre. Mais vu le prix, tu peux faire plaisir aux maquettistes qui ont envie de faire un beau kit et rajouter la vraie planche de photo découpe et la planche de water decal qui va bien. Putain, tu trouves des décals dans des kits à 10 balles en Europe. Faut pas déconner, quoi. Ça coûte C'est rien. ça, c'est totalement Tu hallucinant. sais, 10 €, c'est le prix de la planche de photo de ouh là là, c'est le prix de la planche de décal quand tu vas la vendre Bandai, hein. C'est autre chose, 10 €, mais enfin bon, bref. Ah bah ça, franchement, je m'en tire le bun, hein. Non, mais c'est Ça, vrai que c'est mignon, tiens. ouais, mais c'est vrai que Bandai aujourd'hui est sur une logique qui finalement oublie les personnes qui leur ont quelque part permis d'arriver où ils en sont. Bon, ils ont vraiment fait un boulot énorme, à un moment pour, améliorer donc la posabilité de leur kit et ça c'est génial et tout le monde a trouvé son compte. Mais bon, là maintenant, ils sont vraiment dans une logique, je sors des kits à la chaîne, qui sont montés à la chaîne pour que les gens en achètent très, très rapidement. Bon, il y a qu'à voir un petit peu sur les groupes qu'on peut fréquenter ou qu'on ne fréquente plus d'ailleurs. Bon, il y a des arrivages et surtout il y a des présentations de montage. Bon, il y a des personnes, bon, ça laisse rêveur, c'est 1 à 2 kits par semaine. Heu, bon, voilà, ça je Bah, crois que après quand tu fais de l'assemblage basique, ça va très vite, hein. exactement, Mais c'est ça, c'est ça. Mais pour on va dire, sans être élitiste ni être pompeux pour un maquettiste, un kit par semaine, c'est de la science-fiction, tout simplement. oh! Oui, bah, après c'est des approches différentes et chacun exerce son hobby, comme cela lui fait plaisir. C'est pas un problème. Absolument, Là, je tiens à le préciser, parce que c'est une évidence pour nous, mais peut-être que les auditeurs ont l'impression de nous trouver un petit peu pédants, mais c'est pas du tout notre intention. On n'est pas en train de critiquer, les builders qui, apprécient simplement le montage en eau peinte ou enchaîner les kits. C'est pas du tout le Ah sujet. non, ce qu'on dit Moi, depuis le début, chacun vas-y, pardon. ce que je regrette, c'est qu'effectivement, Bandai ne concilie plus les deux approches. C'est vrai que, mis à part les RG, ce que je disais tout à l'heure, les autres gammes ont quand même tendance à se simplifier. Il n'existe plus de gamme plus orientée maquettiste pro, entre guillemets, comme il pouvait y exister auparavant avec les gammes EX Model et UC Hardgraph, qui étaient pour le coup des gammes orientées véhicules avec quasiment des vraies maquettes très détaillées qui pouvaient faire plaisir aux maquettistes expérimentés. Ça n'existe plus. On se retrouve maintenant avec toutes les gammes, mis à part les RG, qui se simplifient et qui n'offrent plus d'alternatives plus évoluées à ceux qui attendraient une maquette un petit peu plus détaillée. Alors effectivement, un des arguments que ressortent souvent les builders, c'est de dire ah mais justement tout l'intérêt du Gunpla, c'est que tu peux le customiser, tu peux aller graver tes panels, rajouter du détail.
faire ton custom color, shame, water, smile, tout ce que tu veux. Certes, c'est un des plaisirs du Gunpla, tout à fait, je suis d'accord, j'en fais moi-même, mais de temps en temps, tu as juste envie de prendre un beau kit, bien fichu, bien détaillé, de pas te prendre la tête à rajouter des détails et juste te faire plaisir à le monter et le peindre et avoir un truc qui, au final, est hyper réaliste, qui est plus le cas avec le Gunpla. Clairement. Les discours de Bandai actuellement, c'est un petit peu merci les gars, on a amélioré les gammes, maintenant ça va retomber parce que le commerce il est là, point merci. Bah, c'est ça, c'est ça. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est ça. Pardon. Non, mais c'est Euh, exactement ça. C'est exactement ça. Ils sont arrivés à un point où le produit se suffit à lui-même. Il y a quasiment besoin d'aucun ajout supplémentaire. Ouais, c'est ça, voilà. Alors que 2 choses, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a quand même un public pour ça, sinon il y aurait pas tout l'aftermarket en pièces métalliques, water décal, tout ce que tu veux en Chine, qui est quand même hyper développé. Bien Donc on sûr. vient de pas me dire qu'il y a pas des gens qui veulent des éléments, détaillés sur leur Gunpla et par ailleurs, c'est pas parce qu'un Gunpla serait plus détaillé, plus riche que ce soit en panel ou en éléments mécaniques, qui ne serait pas customisable. Moi, je suis en train d'améliorer, de détailler le RG Sazabi. C'est pas parce qu'à la base, c'est un kit qui est hyper bien foutu que tu peux rien faire dessus. Au contraire, un kit qui est déjà très détaillé, ça donne encore envie davantage de rajouter des détails, de personnifier, de modifier peut-être les proportions. Voilà. Pourtant, c'est un argument qui ressort souvent, de dire ah ben non, justement, c'est mieux que ça soit simple. Pourquoi tu veux développer les détails quelque part? Est-ce que ce que tu recherches, c'est pas de limiter le grand public? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un Gunpla serait plus détaillé qu'il serait plus compliqué à monter. Comme tu le disais, malgré tout, ça reste une logique de Lego, le Gunpla, mis à part que là, tu t'égrappes les pièces avant, mais après, tu suis la notice. Effectivement, tu as des Gunpla qui sont un peu plus complexes, mais ça reste une notice qui est toujours très claire, très simple à suivre. Tu prends ton temps et tu assembles les choses, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Mais Puis c'est le intéressant. plaisir d'une Vas-y, Laurent, maquette. excuse-moi. Non, non, je t'en prie, Non, non. Stéphane, ça va aller. Le principe de la maquette, c'est le parcours au-delà de la finalité. Moi, ce que j'ai vraiment découvert, parce que là, pour le coup, alors je l'assume à 100%, moi, du kit à la chaîne, j'en ai fait un paquet quand je faisais les reviews pour Tag. Et objectivement, au final, c'était pas plaisant. Quand je dis c'était pas plaisant, parce que c'était une mécanique, il n'y avait pas de plaisir. Aujourd'hui, un kit, ce qui m'intéresse, c'est le parcours que j'y mets. C'est quelle technique je vais apprendre au travers de tel ou tel kit. C'est ça qui est intéressant dans le vrai, dans le maquettisme, où on approfondit un peu la chose. L'intérêt, c'est la réflexion qu'on va avoir sur le kit au moment même où on le monte à blanc. C'est attention, telle pièce, comment je vais l'engager, etc. Toutes ces réflexions-là, aujourd'hui, sur le Gunpla, la clientèle en général ne l'a pas. Voilà. En gros, c'est je monte, je fais une photo, merci, je passe au next. Voilà. C'est ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc, on a c'est ce qui réduit un petit peu le plaisir du kit en général. Et je pense qu'aller chercher des kits, n'importe lequel, et faire un vrai parcours avec le kit, c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter un petit peu. Stéphane. Ouais, alors pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai, mais alors ça, c'est une approche effectivement hem, de personnes qui font des maquettes pour, justement, qui ont cette approche-là. Mais aujourd'hui, de toute façon, un kit Bandai, tu le montes, tu fais un montage à blanc, ben, le montage à blanc, se suffit à lui-même. Si tu veux ne pas aller plus loin, tu peux très bien le laisser tel quel et quelque part et ben, ça va faire le boulot, quoi. Mmh. Pour revenir sur ce que disait, Lionel, moi ce qui m'étonne vachement et c'est quand même une preuve que Bandai, a sciemment, décidé de changer, au niveau de sa cible de public, c'est que les fameux kits que l'on trouve en Chine d'amélioration, de certains modèles, heu, Bandai pourrait très, très bien les faire, eux aussi. Ils pourraient très, très bien proposer des parties optionnelles. Alors, ils proposent de temps en temps, il y a certains kits où tu peux avoir des décalcomanies qui sont proposées, qui sont estampillées Bandai. Je pense notamment à certains RG où donc Bandai propose des planches de décalcomanie pour ces RG-là.
mais ils pourraient aussi très, très bien proposer des pièces optionnelles. C'est clairement pas, le cœur de marché pour Bandai aujourd'hui. Ils sont conscients que, hem, j'ai l'impression, avec une approche purement japonaise, qu'ils se disent, «Aujourd'hui, on vend un produit et il y a un dessin animé qui va sortir et notre clientèle va vouloir avoir tous les robots de ce dessin animé». Et donc, pour ce faire, il faut qu'ils soient montés assez rapidement pour qu'ils puissent tous les acheter, avant la fin de la série. Donc pourquoi s'emmerder à faire des pièces optionnelles pour, des personnes qui ont plus une approche maquette? Moi ça m'a vachement marqué parce que tu vas sur eBay pour ne pas citer ce superbe site, tu tapes, Hergé Sazabi. Tu as des kits qui valent, une trentaine de dollars où tu peux rajouter, des tuyères, des parties métalliques, en veux-tu, en voilà et donner une gueule pas possible à ton kit. Mais c'est des trucs chinois. Heu, Bandai pourrait très, très bien le faire. Pourrait très, très bien proposer en supplément donc du kit, ces pièces. Mais ils ont décidé de pas rentrer dans cette logique. Complètement. Tu parlais des décals tout à l'heure. Il faut savoir que Bandai avait sorti ce qu'on appelle les Gundam décals il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Qu'au moment où ils ont lancé la gamme, quasiment chaque Master Grade avait sa planche de décal au moment de sa sortie, et c'est quelque chose qui a quasiment été stoppé depuis, hein. Vous avez quasiment pas ou pas du tout de nouvelles sorties de planches de Gundam décal. Alors, Bandai continue d'éditer les anciennes planches de temps en temps. On arrive d'ailleurs à en trouver en France, mais tu le disais, c'était assez cher, c'est dans les 10-15 euros. C'est assez Ouais. violent pour une planche de décal. Mais il n'y a plus, effectivement, ou quasiment plus de planches de décal nouvelles qui sortent, sauf exclusivité dans un kit paiement Bandai, ce qui est quand même assez déplorable. Tout le marché des option parts aussi a disparu, si j'ai bien suivi d'ailleurs. Alors les option parts, traditionnellement, c'est Kotobukiya qui en se propose énormément en plastique. Wave en sort Ouais. aussi, on les trouve toujours, il y a régulièrement des nouveautés. Bandai, il y a quoi, 4-5 ans, a sorti quelques gammes d'option parts, mais qui étaient très orientées Bullfighter, si tu veux. Donc Mmh. c'était plutôt axé sur les AG, c'était vraiment dans l'idée de pouvoir un peu customiser son gunpla dans l'esprit Bullfighter. D'ailleurs, en parlant de ça, on voit bien que au niveau de la cible du public de Bandai et de Gundam en général, ça se rajeunit. Initialement, effectivement, l'Universal Century, ça a quand même démarré en 1979. Alors c'était les gamins de l'époque qui ont grandi avec l'Universal Century jusqu'on va dire au milieu des années 90. À partir de là, Bandai a voulu rajeunir la cible, hein, puisque les gens commençaient déjà à avoir 30, 40 ans, forcément ça regarde moins les dessins animés, à part les gros otaku que nous sommes. Et donc là a commencé à être développé les univers un petit peu parallèles. Alors il y a eu G-Gundam qui est assez délirant et vraiment excellent, et puis après Gundam Wing, etc. On voit bien que là, déjà les séries se sont rajeunies, c'était plus des séries pour adolescents, par rapport à Universal Century qui restait quelque chose de plus adulte. Puis après, années 2000, 00, bon, on reste quand même dans des séries qui sont plus ados, jeunes adultes quand même. Et puis arrivent les années 2015, et là, on a Bullfighter et toutes les séries qui ont suivi derrière, qui sont par contre très très jeunes, hein. Et effectivement, la cible du Gunpla va avec la cible de la série, et donc on a des maquettes qui maintenant s'adressent vraiment à un jeune public qui n'a plus ou pas encore du moins, espérons-le, soyons quand même positifs, qui n'a pas encore une vision très SF du méca, et donc n'est pas forcément intéressé par avoir des pistons dans tous les sens, hein. Non, eux, ce qu'ils voient, c'est effectivement un robot qui a de la gueule, qui est plutôt chouette, et c'est l'aspect carrosserie qui va les intéresser, et pas l'aspect ingénierie mécanique, science-fiction, hard SF que j'aime beaucoup, moi, dans l'Universal Century. C'est pour ça que tu vois beaucoup de réalisations, asiatiques où en fait, heu, c'est vraiment au niveau peinture, c'est vraiment de l'aplat. C'est-à-dire que le travail est vraiment réalisé sur l'armure, avec pas forcément, énormément d'effets pour avoir quelque chose d'extrêmement propre.
qui pour moi est en totale adéquation avec justement l'idée aujourd'hui de ce qui est montré dans les dessins animés, c'est des armures rutilantes et on y va. Et donc on a beaucoup de production de ce côté-là. Bon, du vieillissement, on en voit, mais je trouve qu'aujourd'hui, la majorité des réals, enfin en tout cas moi ce que je peux voir, c'est souvent des réalisations qui sont, on a l'impression bon, bah, que le robot il est sorti d'usine, il est nickel chrome, quoi. Mmh. Oui, Oh là, oui, j'ai pas le sentiment de faire l'unanimité là. Si, non, mais c'est un sujet qui est intéressant si on va sur ce champ-là. Alors moi, je l'ai vu dans les magazines japonais, ça a démarré dans les années 2010 par là, où on a vu beaucoup, où la place est beaucoup développée. Mais moi, je vois plus sur cette partie japonaise, hein, Mmh. une recherche de mettre l'accent. Pardon, j'en perds ma voix, j'irai prendre un petit truc à boire tout à l'heure. Euh, la volonté, en fait, par la plat, de mettre en avant toutes les modifications qui étaient faites sur le kit. C'est-à-dire que tu vas pas chercher à détourner le regard sur tel effet de rouille, par exemple, même si le Gunpla, ça ne rouille pas, tel effet de vieillissement, etc. Non, ce qu'on veut vraiment, c'est dire, voilà, j'ai fait une modification physique, j'ai fait un custom d'un Gunpla, et donc je mets l'accent sur cet aspect physique, et donc pour la peinture, je me contente d'un plat. Moi, je le voyais un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, le Gunpla, surtout avec le développement du JBWC notamment, c'est quelque chose qui s'est beaucoup internationalisé, en tout cas dans un premier temps en Asie, comme tu l'as expliqué. Et on voit bien que les autres pays asiatiques qui ont une approche très différente de l'approche japonaise traditionnelle, avec, ouais, c'est presque du Jackie Custom, hein, quelque part, ce qu'ils font sur le Gunpla, parce qu'ils n'ont pas forcément à la fois la culture SF, ni forcément la culture Gundam, Universal Century. Sérieusement, ce qu'ils voient, c'est un robot qui a une base artistique, et là-dessus, bah, on va venir travailler notre ressenti, notre propre culture, etc. Et c'est vrai que ça se présente souvent sous la forme d'aplats, d'une recherche de couleurs très particulières, avec des effets qui sont tout à fait intéressant, hein, il n'y a pas de sujet, mais voilà, c'est pas cette approche de mécanique Méca. usée qui a Mmh. vécu comme on peut l'avoir en maquette traditionnelle. Ouais. Et bon, ça reste limité quand même au Gunpla, parce que par ailleurs, quand on parle de maquettes traditionnelles, les Asiatiques, et quels que soient les pays, on voit des trucs assez fantastiques, hein, que ce soit les Coréens, les Vietnamiens, en termes de maquettes de blindés, de bateaux, etc. Ils savent faire des trucs de malade, hein. Clairement, ouais, clairement. Mais c'est vrai que pour le Gundam, ils sont plus dans la recherche, en fait, l'association de couleurs, l'association de textures ou de teintes, c'est-à-dire arriver à combiner des parties qui vont être brillantes avec des parties qui vont être mates, ce genre de choses, faire ce genre d'association. Et tu vas trouver énormément de kits où il y a pas le moindre pet de vieillissement, le moindre chipping, rien en fait. Le kit, il est nickel, mais il est visuellement beau, mais totalement immaculé. Et ça se voit beaucoup sur YouTube. Là, je suis désolé, hein, j'interviens à la On suite pensait que tu de parti là, dis donc. Non, je caressais le chat. Ah OK, c'est un Heu, code? non, 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 je caressais vraiment le chat, le chat. Je fais des D'accord, poils le de chat chat. partout, c'est dégueulasse. OK, d'accord. Je suis, quelques chaînes sur YouTube là d'asiatiques. Alors je sais pas trop d'où ils sont, je crois qu'il y a du philippin, des thaïlandais, des enfin il y a voilà, c'est très varié et les mecs ils ont un nombre de followers qui est assez impressionnant et toutes les vidéos que j'ai regardées, elles sont toutes pareilles. Le mec, il monte sa boîte, il dégrappe, il ponce, il construit, il colle, il ponce, il peint. Alors c'est souvent des schémas de couleurs un peu custom, mais ça reste de l'aplat ultra basique, quoi. Il y a rien de technique et je du coup, je les vidéos sont bien montées, on se fait pas chier, hein, pour pas puisque pourtant vu ce que c'est, du montage de maquettes en vidéo, c'est quand même rarement folichon, folichon. Mais là, visuellement, ça passe bien, c'est propre, mais c'est triste, du coup. Il y a pas de on pourrait croire que c'est une figurine qui sort d'usine, une figurine un peu luxe parce que très bien finie, mais
C'est pas, il y a pas ce côté, comme disait Lionel là, qu'on retrouve dans la maquette trad, avec des choses qui ont un petit peu de vécu, un petit peu d'histoire, où du coup visuellement c'est super intéressant à regarder, quoi. Bah, ouais, ouais, non, mais c'est clair, quoi. Après, honnêtement, bon, les techniques de l'aplat, bon, tu vois aussi justement des vidéos où les mecs, ils appliquent carrément des techniques, que tu peux voir sur du modèle de voiture, à du robot. C'est-à-dire que, bon, le truc, ça va être, rutilant parce qu'ils vont, une fois qu'ils auront fait leur aplat, ils vont poncer, ils vont repasser du vernis, ils vont polir, ils vont avoir un truc qui est splendide. Mais c'est sûr qu'ils sont dans une logique, sortie d'usine. C'est pour ça qu'ils le mettent dans un hangar, genre, bon, ben, voilà, il vient juste d'être fabriqué, il est pas encore sorti du tout, voilà, il est prêt, il est livré, ça y est, c'est bon, c'est fini, ça s'arrête là. Et moi je vois effectivement peu de réa qui, sauf quand ils rentrent effectivement dans une logique de diorama, mais quand c'est un kit, sans diorama, bon, bah, il y a pas de traitement supplémentaire de la maquette. Ils la peignent, ils réfléchissent justement à des schémas de couleurs, heu, souvent, bah, différents de celui qui est normalement appliqué, mais ça s'arrête là, ouais. Mmh, mmh mh. Ce qui oui, Suivant? oui, oui, j'allais faire justement le parallèle avec ce qu'on peut voir dans la maquette traditionnelle, c'est que, de par ce traitement qui esquive, ou qui ignore finalement, c'est pas tellement l'esquive, c'est plutôt que ça ne les intéresse pas, de recherche, de vécu, hem, de réfléchir à ce que pourrait être une peinture qui a voilà, qui a vécu, qui est usée, par le temps, les intempéries, les combats. Ce que recherchent tout particulièrement en ce moment les maquettistes d'aviation avec toutes les techniques, de marbrage, black basing, et c'est quoi le troisième mot que j'ai oublié? Le mapping, mapling? Le mapping, ouais, c'est ça, mapping, je sais plus, bref. Ouais. Dans l'aviation, les mecs réfléchissent en disant: «Bon voilà», même en boostant un peu le truc, parce que c'est vrai que les avions, c'est typiquement ce truc qui peut être hyper propre, mais en opération, les peintures peuvent vraiment souffrir. Voilà, il y a vraiment cette recherche de justement de pas avoir un kit trop propre. Alors qu'en Gunpla, c'est pour ces personnes qu'on vient d'évoquer, c'est pas du tout le cas et quelque part, heu, on perd est-ce qu'ils ont encore dans l'esprit, la référence taille réelle, c'est-à-dire le robot de combat, quand ils font un Gunpla, ou est-ce que c'est finalement juste l'objet qu'ils repeignent comme ça pourrait être un jouet ou un objet, un très bel objet certes, avec de belles couleurs, mais qui n'a plus aucune référence finalement avec, le véhicule de combat que c'est censé être au départ. D'ailleurs, je dis ça, mais dans les dernières séries Gundam, on n'est même plus dans du méca à proprement parler, puisque, que ce soit dans Bullfighter où ce sont des maquettes à la base, donc c'est même plus un méca, c'est une maquette en plastique. Donc on a une maquette de maquette, avec le Gunpla, tiré de ces séries. Et puis Bull Diver, où là c'est carrément du jeu vidéo, donc des modèles en 3D qui sont pas existants, donc de base. Le Gunpla qui tirait de cette série, c'est même pas une maquette tirée d'un véritable véhicule, c'est une maquette tirée d'un modèle 3D. Enfin, c'est encore dans la masturbation intellectuelle là, mais tout ça pour dire qu'on perd la notion de véritable véhicule de combat réaliste qu'on a dans toutes les autres séries Gundam avant ça. Où là, il y a vraiment des pilotes dedans qui battent, qui vivent, qui crachent du sang, de la sueur, tout ce que tu veux, de l'huile qui gicle partout. On est vraiment dans la guerre sale. Là, dans les dernières séries, c'est plus le cas. Dans les dernières séries, Lionel, est-ce qu'il montre en fait justement, est-ce que ces modèles sont totalement immaculés? Parce que moi je regarde absolument pas ce genre de dessin animé, je les ai pas regardés. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Est-ce que, justement, quand, dans ces dessins animés, bon, bah, le robot, il montre des signes d'usure ou, juste, il est, un peu comme Roger Moore dans Le Saint, quoi qu'il fasse, il a une coiffure parfaite, il est toujours nickel, le brushing est au top.
Est-ce que c'est le même cas? Parce que ça peut aussi expliquer pourquoi il y a cette recherche. Bon, ben, à partir du moment où dans la série animée, bon, ben, le robot, il ne montre aucune trace de dommages, d'usure, bon, ben, pourquoi en faire? Ouais, il y en a quand même toujours un petit peu. Alors c'est vrai que Gundam, c'est très compliqué, il y a beaucoup de séries. C'est vrai que là, j'évoquais, Bullfighter, Bulldiver, mais à côté de ça, on a quand même, les séries, qui se restent récentes et qui sont quand même sales, type, Iron Blooded Orphan ou, dans l'UC, on peut citer, Thunderbolt, où là, il y a des vrais combats, il y a effectivement des mechas qui souffrent et c'est là aussi que viennent chercher, ceux qui, pour le coup, peignent vraiment leur Gundam et ont envie de quelque chose d'un peu plus réaliste, chercher l'inspiration des dioramas, comme par exemple notre ami, Willy, qui fait beaucoup de Thunder Force Willy, qui fait beaucoup de dioramas inspirés de ces scènes-là. Il en a fait beaucoup sur IBO, il en a fait récemment sur 00. Mais effectivement, pour les séries un peu plus jeunes, souvent les mechas sont un peu plus propres. Maintenant, ils sont quand même dézingués, mais ça reste quand même beaucoup moins explicite. Enfin, typiquement, même sur une série de l'UC comme Unicorn, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué, entre guillemets. Je suis beaucoup choqué ces temps-ci. T'as un MS qui se fait couper en deux, mais à l'intérieur, c'est vide, quoi. T'as pas de câble, t'as rien. Visuellement, t'as rien qui transparaît de mécanique quand le MS se fait couper en deux. Donc, forcément, ouais, t'as même plus de cette référence-là qui pourrait vraiment t'inspirer, quoi. Alors que si tu tapes dans les OAV de l'UC des années 90, bah ouais, t'as quand même des câbles, t'as tout ce qui va bien pour t'inspirer dans un diorama qui pourrait être vraiment quelque chose de réaliste et très détaillé pour le coup. Et alors justement, qu'est-ce que vous conseillez, vous, à quelqu'un qui veut faire du vieillissement, et qui cherche une espèce de cahier de référence? Savoir comment vieillit une peinture, comment vieillit, un cockpit sur un terrain de combat et cetera. Est-ce qu'il faut aller tout de suite chercher dans le militaire pour vous? Oh bah, ça reste une base, très intéressante effectivement, tout ce qui est, alors ce qui est intéressant dans le Gunpla, c'est que tu peux avoir plein d'approches. Effectivement, tu peux traiter ton Gunpla comme un avion, notamment si c'est un modèle, volant, typiquement le Zeta, surtout ceux qui peuvent se transformer en Wave Rider. Tu peux le gérer ça comme un blindé, tout ce qui va être plus, terrestre, type Zaku et cetera. C'est des mechas, des Gunpla qui se prêtent très bien à ce type de traitement et puis, si tu aimes la plat, effectivement, Steph le disait tout à l'heure, tu peux aller taper dans tout ce qui est technique de carrosserie, de voiture, classiquement. Donc en fonction de ton approche, effectivement, tu vas aller chercher vers ces différents domaines. En réalité, le Gunpla, certains aiment à dire que c'est pas de la maquette traditionnelle, mais 95% des techniques qui existent dans le Gunpla sont inspirées, reprises de la maquette traditionnelle, hein, et les 5% qui restent, c'est des gens qui inventent des noms, comme le Reverse Wash. Ah. Mais là, le problème, c'est qu'on part sur un terrain glissant. Non, mais Laurent, pour On va répondre à finir cul nu encore, tiens. non, on va pas finir cul nu, on va pas finir cul nu, on va pas passer notre chemin Ah et bah, rien ça de tout permettrait de ça. savoir qui est la plus grosse. C'est sûr, mais après, si tu veux, un Gundam, c'est comme tout autre élément mécanique. Bon, si ça vole, il y a des bords d'attaque et les bords d'attaque, ça s'use. Si ça roule ou si ça marche, et ben, forcément, il y aura plus de merde au niveau des pieds qu'au niveau de la tête et puis, même si dans Bandai fait plus beaucoup de détails, s'il y a de l'huile et ben, c'est là où ça peut fuir, où ça peut faire des dégoulinures et de la dégueulasserie. Ah, ouais, donc Dégoulinure. Celui-là, je le ouais, connais pas. de la dégoulinure, de la dégoulinasse. On va Mais finir ouais, par se taper le bun, là, tous les deux. on va se taper le bun, ouais, je pense, tu vas voir. Je vais un petit bun quinoa quand même, hein. Putain, on dirait un combat vegan et C'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est incroyable. Un combat vegan. Mais bon, écoute, on va arrêter là, hein, et puis moi je te donne mon avis si tu veux, Lolo. Je prends, Stéphane. Mais point merci, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, bon,
un robot, c'est ni plus ni moins qu'un blindé, qu'un avion. C'est régi par les mêmes règles au niveau du vieillissement. Donc, Par contre, après cette petite passe de conneries, en vrai conseil pour le vieillissement sur les mechas, sur les gunpla, sur tout ce que tu veux, le premier problème, c'est de bien prendre en compte l'échelle. Plus souvent, on fait mais moi le premier, hein, on fait un vieillissement et en fait, on va le travailler presque à une échelle 1, alors qu'on oublie qu'on est au 144e ou au 100e ou un peu plus gros, au 48, au 72 et c'est un truc qui peut être un petit peu surchargé. Je prends pour exemple, alors, c'est un maquettiste que je respecte énormément parce qu'il fait du très bon travail. Il a été 2 fois, champion français en GBWC. On a, Philou qui a sorti récemment un RX 78, complètement, ravagé par le temps, mais le shipping qu'il a fait est très propre, hein. Ça reste harmonieux dans un sens, c'est pas vilain du tout, le travail est là, il est très, très propre, mais du coup, ça donne un petit peu visuellement, on dirait que les techniciens, à chaque fois qu'ils ont fait de l'entretien, ils ont démonté les panneaux au pied de biche, en fait. Qui est, un petit peu rigolo, même si encore une fois, on n'est pas là pour cracher sur le travail, hein, loin de là, si tu nous écoutes Philou, moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Bah, comme le disait Steph, hein, c'est les bords d'attaque qui sont usés en premier. Alors, oui, tu as des panneaux voilà, qui s'ouvrent au milieu des pièces, mais ces panneaux-là ne sont pas sujets à l'usure, ils frottent pas. C'est les arêtes qui vont frotter, par exemple. Si tu fais un truc terrestre dans le désert ou autre, ou dans la boue, tu vas davantage venir salir les parties basses de ton méca plutôt que le haut, tu vois. Il va pas se prendre de la boue dans la gueule, typiquement. Alors c'est vrai que les débutants, et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est difficile d'avoir cette approche quand on débute, peuvent te mettre de la boue partout. Et moi le premier, hein, comme le disait Rémi, on a tous débuté, on a tous fait des erreurs, et c'est normal, c'est par là qu'on va évoluer. Tu le disais aussi, Lolo, c'est le chemin qui est parcouru, alors pas seulement sur un kit, mais aussi sur plusieurs kits. Faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, je crois que notre premier weathering, tous autant qu'on est, on a tous trop fait au départ, sur le premier. C'est difficile d'arriver à trouver le bon équilibre entre quelque chose qui rend bien, qui est chatoyant, agréable à l'œil, mais qui en même temps se veut réaliste. Après, effectivement, chacun a son approche du gameplay. Est-ce qu'on a une approche réaliste? Est-ce qu'on a une approche plus artistique? Bon, bah ça chacun décide. Nous, on est plus sur cette approche réaliste, quoique des fois, on aime bien faire des délires. Moi, mec, coller des drapeaux américains sur des mechas, mais Oui, puis moi qui sors des robots à paillettes, le réalisme, je peux repasser, je pense. tout à fait, voilà, des Momo Capoul, le disant Michael Ah oui, le Jackson. Capul. Voilà, il y a plein d'approches possibles, mais quand on veut faire effectivement du réalisme, ben, Lolo, si tu cherches de la doc, effectivement, premièrement, c'est tout ce qui est photo militaire, là, la doc ne manque pas. Mais il faut pas aussi hésiter à aller regarder sur tout ce qui est film de SF, par exemple, s'inspirer même des vaisseaux ou de mécas qui existent. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de supports. Sur le Gunpla, plus spécifiquement, tout ce qui était manga des années 80-90, il y a de très très belles choses qui sont très intéressantes. Tous les travaux de Makoto Kobayashi, de Kondo, qui ont fait là aussi des mechas, des Gunpla plus axés militaires, terrestres, dans des zones de combat qu'on voyait pas dans les séries, qui sont très intéressants. Ça peut être des sources d'inspiration. Traditionnellement aussi, on peut voir beaucoup de camouflage militaire, même typé Seconde Guerre mondiale sur du gunpla. C'est quelque chose qui se fait depuis des années et des années, c'est très intéressant. Voilà, c'est assez open bar, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de matériel qui permettent d'avoir des références pour une approche qui se voudrait réaliste, en tout cas. Ok. Bon, on a fait le tour alors. Non, mais Ouais, vous je avez je suis sublimer le fatigué, je vais moment, aller me là, les coucher. gars. Ah Et oui, là, je vois ça ça. fait 1h10 quand même qu'on cause sur le sujet. On a dévié de qu'est-ce qui fait une belle maquette à comment on fait une belle maquette. Ah, si, comme ça fait 1h10, comme la dernière fois, on a été, je trouve très, 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 très bien reçus par ce genre de choses. Dernier podcast, on avait dit, mettez le mot banane en commentaire si vous êtes arrivé à la fin. Oh, de Ça bananes. va pas faire rigoler tout le monde, donc du coup, cette fois, ce sera Moulinsart et puis si je passe encore pour un pédant et bah, tant pis, c'est pas très grave, j'en ai rien à foutre.
C'est un peu Comme plus le Exactement. Nassar, même, parce qu'on Rémi. fête les 80 ans du capitaine Haddock, ne l'oublions pas, c'est important. Voilà, ben, Absolument. Culture. bon anniversaire. Nurchi de Tintin, hein, je suis désolé, là, je leur fais de la pub, ce groupe est génial, fantastique. Tu as bien raison. Bon, ben merci à tous les petits amis. Ben, Bah, merci écoute, à merci toi. à toi, ouais. Et Bon, bonne là- année. Et bonne année, Oui, bonne année. bonne On n'a année, pas donc, commencé le podcast. Et ben voilà, il n'y On aura que a- ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont le mot-clé Moulinsart, qui Et- méritent et- qu'on leur souhaite la bonne année, qu'on leur présente nos meilleurs vœux de santé. Voilà. Exactement. Surtout, ne soyez pas dépressifs, faites de la maquette. Absolument. Tout Et à puis fait. on attend vos commentaires, hein. Dites-nous si on est pédant, si on est intéressant. De toute façon, on continuera On tourne à en divaguer rond. sur nos sujets parce qu'on est des vieux cons, c'est tout. Hein. Surtout, Si sublimez nos vos envies. podcasts, c'est plus de la... si nos podcasts, c'est plus de la masturbation intellectuelle qu'autre chose, c'est pas Qui trop. nous conviennent plus tôt que dans 6 mois, peut-être. Ouais, peut-être, Ou si on revient mais au moins, nous, on ne demande pas 10 €. Non, nous, c'est gratuit et on donne des conseils. Point merci. Allez, vas-y, coupe l'enregistrement, Craig, c'est fini. Salut, Craig. Salut Ciao. Craig.